Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan sur la thématique de la cybersécurité. Nous allons voir ensemble à travers ce webinaire que la cybersécurité est devenue un enjeu vital pour les entreprises. Ce webinaire est enregistré à Lorient au sein du siège de la CCI du Morbihan. Quant à moi, je me présente, donc Steven Ono, je suis membre du service informatique de la CCI du Morbihan. Ce webinaire va se dérouler en 4 phases. Donc la première, une introduction à la cybersécurité. Nous verrons ensuite les menaces qui pèsent sur les entreprises, mais également comment s'y protéger, comment protéger son entreprise face à ce risque. Enfin, nous ferons une conclusion sur les points importants à retenir de ce webinaire. Donc, qu'est-ce que la cybersécurité? La cybersécurité, c'est ce que va jouer donc les lois promulguées par l'État, les outils mis en place au sein de votre entreprise, comme des outils de contrôle, de gestion de risque, qui visent ou qui a pour but de protéger les personnes de votre entreprise, mais également le système d'information. La cybersécurité, en quelques chiffres, en 2010, la première attaque informatique d'un État vers un autre État, qui visait à détruire des actifs industriels. 200 000 victimes et 300 000 postes informatiques infectés ne sont pas des statistiques annuelles des attaques informatiques, mais une statistique sur l'attaque la plus importante en 2017, connue sous le nom de WannaCry. Enfin, 10 milliards de dollars est le coût du piratage le plus important en 2017, connu également sous le nom de NotPetya. Donc, dans les menaces, nous allons voir 2 points. Donc, le but des attaques auprès des entreprises et les différents types d'attaques que peuvent subir les entreprises. Donc, au niveau du but des attaques, nous allons retrouver les objectifs principaux, donc de voler vos données et vous demander une rançon, donc de l'argent, donc ce qu'on appelle le ransomware. Rendre inaccessibles les données, voire les détruire afin de pénaliser votre entreprise. Nous retrouvons également donc d'empêcher l'accès aux ressources informatiques de l'entreprise, DDoS ou déni de service en français. Et enfin, dévaloriser l'image de l'entreprise. Donc sur l'image que vous voyez sur la diapo, vous voyez le compte Twitter de la chaîne TV5 Monde. Donc TV5 Monde s'est fait pirater le 8 et le 9 avril 2015 par l'État islamique afin de faire de la propagande. Donc cette attaque a eu d'importantes répercussions. Donc c'est la première grande attaque informatique visant des médias, donc avec leur piratage de leur compte Facebook, Twitter, mais également une attaque qui a réussi à atteindre le réseau de l'entreprise avec la destruction du serveur de messagerie. L'attaque a été tellement importante que la chaîne a dû arrêter la diffusion de ses programmes à travers le monde. D'où l'importance de prendre conscience de la cybersécurité. Donc, au niveau des menaces, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc, dans un premier point, donc, le mail et la pub de phishing. Donc, premier point, le mail de phishing, qu'est-ce que c'est? Donc, le mail de phishing, ça va être quelqu'un qui va tenter de se faire passer pour une tierce personne, voire une entité, afin de vous soutirer soit des informations, soit de l'argent. Donc, sur cet exemple, on voit que le mail est adressé de lettre info fiscale DGHIP de finance.gouv.fr. Donc, à première vue, on pourrait se dire que c'est un mail d'une entité publique rattachée au gouvernement. Mais ce qu'il faut voir en prêtant plus attention au mail, on peut voir donc un français plus qu'approximatif et également un lien internet dans le mail. Lorsque vous survolez ce lien avec votre souris, en bas de votre navigateur internet, vous pouvez voir vers où il va vous rediriger. Donc là, on peut voir qu'il se dirige vers capitalhouse.com.mx, donc un site qui n'est absolument pas gouvernemental, puisque les sites gouvernementaux disposent d'un .gouv.fr. De plus, ici, on peut constater un /.secure/, ça indique que le site web qui se trouve dans ce dossier n'est pas accessible depuis Internet directement. Il faut vraiment cliquer sur ce lien pour y accéder. Donc c'est vraiment une attaque très ciblée, ce qui permet d'avoir un site web frauduleux non visible sur Internet, mais également de l'héberger, ça se trouve, sur un serveur web euh, totalement innocent, où la personne qui le gère n'est pas au courant que son serveur est corrompu, et donc ne fera rien pour corriger l'erreur.
On retrouve également donc les pubs de phishing. Ce sont ce genre de pop-up qui peut s'ouvrir sur vos navigateurs internet, vous informant que votre ordinateur a été bloqué, qu'il faut contacter d'urgence ce numéro de téléphone et que l'ensemble de ces informations, donc vos identifiants Facebook, les détails de votre carte bancaire, les photos stockées sur votre ordinateur, ont été corrompus. Ceci afin de faire un mouvement de panique auprès des personnes afin qu'elles vous appellent. Il faut savoir que le 31 janvier 2019, donc il y a 15 jours, 3 chefs d'entreprise lyonnais se sont fait arrêter pour avoir utilisé ce genre de cyber-escroquerie. Donc, cette cyber-escroquerie a concerné près de 8000 clients et pour une arnaque entre 200 à 500 euros de frais par personne. Ensuite, au niveau des menaces, on va trouver plus communément donc le cryptovirus ou ransomware est l'attaque informatique qui se développe le plus. Donc, nous allons voir ensemble comment se déroule une attaque de ransomware. Donc, tout va débuter par un mail de phishing, donc la menace que vous avez précédemment. Vous allez recevoir un mail que, avec ou sans pièce jointe frauduleuse, vous invitant à naviguer vers un site web qui est infecté. Comme tout à l'heure, nous avons vu avec le point Secure que c'est un site web un petit peu étrange. Une fois que vous allez naviguer dessus, ça va vous rediriger encore vers un autre site pour vous pousser à réaliser un téléchargement d'un fichier qui, une fois sur votre ordinateur, va être en fait le virus. Donc, qui va s'exécuter sur votre ordinateur, bien sûr, sans que vous vous en rendiez compte. Il va s'exécuter, il va se connecter ensuite vers encore un autre site web pour récupérer la clé de chiffrement. C'est cette clé-là qui va procéder au chiffrement de vos données, donc au chiffrement de l'ensemble de vos données sur votre poste informatique. Mais si vous êtes ensuite sur un réseau d'entreprise où vous avez également plusieurs autres postes informatiques de connectés dessus, il va se propager sur l'ensemble de votre réseau informatique et contaminer également vos postes de vos différents services, mais également vos unités de production, voire vos serveurs en interne, si les mesures de protection ne sont pas suffisantes. Enfin, même si vous arrivez à supprimer ce code malveillant, celui-ci aura pu créer une porte d'accès dérobée, donc une backdoor dans le jargon informatique. Donc cette porte d'accès dérobée, donc même si le virus est supprimé, cette porte restant ouverte, l'attaquant pourra toujours accéder à votre réseau d'entreprise, à votre poste, afin de recommencer une nouvelle opération de ransomware ou prendre vos données sans que vous vous rendiez compte, afin d'espionnage industriel par exemple. Ensuite, au niveau de menaces, nous retrouvons également le social engineering, ou en français l'ingénierie sociale, connue également sous la manipulation psychologique. Donc là, il n'y a aucune action informatique, téléchargement de fichiers ou autre, afin de vous pirater. Donc ici, nous retrouvons donc le top 5 des tentatives de fraude, donc la fraude au président. Donc ça va être par exemple, si vous êtes une entité multisite, que par exemple votre comptable ne connaît pas votre président, cette personne va se faire passer pour le président de votre entreprise, contacter votre comptable après un travail de recherche et se dire qu'il faut absolument virer des fonds pour une opération de communication, enfin de nouer un partenariat sur ce compte bancaire, que c'est urgent et que vous lui donnez l'autorisation. Donc s'il n'y a pas de procédure de contrôle en interne, la comptable fera peut-être le virement et là, au lieu de tomber sur un compte bancaire de l'entreprise, ça va être directement sur le compte bancaire de l'attaquant. On retrouve également le faux fournisseur qui va vous demander le règlement d'une facture, l'usurpation d'identité, donc une personne qui sera passée pour votre conseiller bancaire, les cyberfraudes, donc là ce sont les intrusions informatiques, ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, la personne va se faire passer pour l'assistance informatique de votre entreprise, va vous demander de télécharger ce fichier ou cette mise à jour pour votre logiciel. Et enfin, 28% sur le faux client. Ces informations et ces statistiques sont tirées de l'Association des directeurs financiers de contrôle de gestion. En dessous,
on va trouver les dispositifs ayant permis de déjouer ces tentatives de fraude. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, dans l'introduction de la cybersécurité, ce sont les outils que vos outils mis en place en interne de contrôle, mais également donc les réactions humaines. Donc, par exemple, si le président vous contacte pour faire un virement urgent, vous pouvez tenter de contacter donc votre responsable de site qui va lui-même contacter votre président ou le contacter directement afin de vous assurer que la demande de virement est bien effectuée par le président afin donc de réaliser l'opération si elle s'avère nécessaire ou non. Et 76%, donc ce sont les procédures de contrôle en interne qui, par exemple, lorsque si la personne se fait passer pour le faux président, qu'elle souhaite faire un virement vers un compte bancaire autre que celui de votre entreprise, où vous allez pouvoir par exemple vous dire que si en cas de contrôle, en cas de virement à effectuer, votre procédure de contrôle vous indique que la comptable doit donner son accord, mais également le directeur de votre site doit donner son accord et ensuite avoir une validation écrite du président. Ceci va vraiment limiter le risque de fraude. En autre type d'attaque, on va trouver donc le brute force. Donc le brute force, c'est une attaque purement informatique cette fois-ci. Donc là, il n'y a pas de connexion, enfin d'accès à votre accès au réseau d'entreprise. Donc il n'y a pas de prise de contact. Le brute force, c'est un logiciel qui va se baser sur les mots du dictionnaire afin de trouver le mot de passe de votre site web, par exemple. Donc il va essayer des mots de passe à la chaîne de manière automatique jusqu'à que le logiciel trouve le bon mot de passe et le donne donc ainsi à l'attaquant qui aura donc accès à votre site web et pourra l'administrer via le mot de passe que le brute force aura trouvé. Pour s'y protéger, on peut trouver donc quelques outils totalement gratuits. Si votre serveur est sous Linux, par exemple, le Fail2ban est un outil qui s'installe en plus sur le serveur Linux que vous pouvez paramétrer à votre guise et vous pouvez le paramétrer en disant que si au bout de 5 tentatives dans la même minute de mot de passe infructueux, je bloque l'adresse de l'attaquant ou de la machine qui opère un brute force. Ceci permet déjà de réduire les risques d'intrusion ou de dérobage de votre mot de passe et vous de prendre les mesures nécessaires afin donc d'augmenter la sécurité de votre serveur ou de renouveler votre mot de passe si celui-ci n'est pas assez complexe. Donc dans les mesures de protection, pour protéger votre entreprise, il n'y a aucune solution miracle face à la cybercriminalité. Nous allons voir ensemble quelques mesures néanmoins que vous pouvez mettre en place afin de vous y protéger. Donc informer et contrôler les utilisateurs, segmenter votre réseau, avoir des sauvegardes, gérer les mises à jour. Vous pouvez maintenant souscrire des assurances à la cybermalveillance. Et enfin, la veille technologique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par informer et contrôler les utilisateurs? Donc, on va trouver dedans limiter les droits des utilisateurs. Par exemple, sur Windows 7, lorsque vous donnez un PC sans l'avoir paramétré, l'utilisateur a des droits administrateurs. Ça veut dire qu'il a l'accès total à votre machine pour faire les modifications qu'il veut ou installer le logiciel qu'il le désire. Ainsi, donc, juste de créer un utilisateur en plus sur le poste avec un droit d'utilisateur seulement va empêcher l'installation d'applications et ainsi drastiquement limiter le risque d'installation d'applications malveillantes. Ça va également via des stratégies de groupe ou des stratégies de votre entreprise que vous pouvez définir en interne, donc d'empêcher la désactivation du pare-feu Windows. Vous pouvez également définir des plages de connexion via l'AD, donc l'Active Directory, donc qui est l'annuaire central de l'entreprise. Ceci, donc, la définition de plage de connexion. On peut imaginer qu'une personne a réussi via le social engineering, à avoir les codes d'accès de la comptable en chef, de la responsable des ressources humaines, afin d'opérer des opérations malveillantes. Au lieu d'intervenir sur des heures où il y a du personnel, il va tenter par exemple une effraction dans votre entreprise. Disposant des codes, il va tenter de se connecter au système d'information de votre entreprise. Mais vu que vous avez défini des plages de connexion, par exemple 8h midi, 14h, 18h, il réalise cette intrusion à 20h, même s'il dispose des accès de votre comptable, il ne pourra pas se connecter au système d'information puisque ça sera en dehors des heures
et donc ne pourra faire aucune opération malveillante. Enfin, une solution plus que nécessaire, voire obligatoire, ça va être de disposer d'un antivirus. Pour une entreprise, je vous conseille un antivirus de gamme professionnelle, puisque ceux-ci permettent d'avoir une interface web en général qui va répertorier l'ensemble des éléments douteux sur votre réseau. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a l'antivirus a trouvé un trojan sur ce poste-là, avec ce nom, et qui se trouve ici. Ceci permet donc d'agir le plus rapidement possible afin d'éviter une propagation du virus sur votre réseau. Ensuite, donc, dans segmenter le réseau, donc là, on va plus parler donc, de VLAN, donc de Virtual Local Area Network. Donc, pour vous expliquer ce schéma. Donc ici, on a le cloud, donc le réseau Internet. Ici, nous trouvons le pare-feu de votre entreprise. Et ici, donc des stations de travail avec un accès Internet. Et ici, des stations de travail sans accès Internet. Donc, comment segmenter son réseau? Donc, via les VLAN, comme je vous l'expliquais. On peut très bien imaginer, pour schématiser, que ce réseau-là, ça soit le VLAN 1 administratif et ici le VLAN 2 production. Donc dans les règles que vous pouvez mettre en place sur votre pare-feu, mais également sur les commutateurs s'ils sont de niveau 3 ou plus, ça va être donc la propagation des VLAN. Donc le VLAN ici 1, accès à Internet. Vous allez paramétrer au niveau du commutateur ici que ce VLAN 1 administratif n'a pas le droit de communiquer avec les ordinateurs du VLAN 2. Ainsi, même si les machines du VLAN 1 sont affectées, la machine 1 et 2, vu que vous avez interdit ici dans le commutateur aux machines de communiquer avec votre production, même si le virus tente de se propager via le réseau, vos machines de production, elles, seront préservées de l'attaque. Enfin, dans les mesures de protection, on va également trouver une gestion efficace de vos sauvegardes. Donc 77% des entreprises découvrent des échecs de sauvegarde à l'issue de leurs tests. Ainsi, donc, en dessous, 60% des entreprises perdent leur activité, enfin cessent leur activité 6 mois après la perte de leurs données. Donc c'est là qu'on se rend compte de l'importance des sauvegardes. Donc ces statistiques sont tirées de l'entreprise Cegid, qui est une entreprise de développement de logiciels très importante en France, capitalisée en bourse à hauteur de 500 millions d'euros. Enfin, donc la gestion des mises à jour. Donc ici sur ces trois schémas, on va le voir un peu plus en détail. Donc ici, on reprend ce que je vous tout à l'heure, donc notre réseau ici administratif et ici notre réseau de production. Donc afin de mettre à jour vos postes peuvent se connecter directement via Internet au serveur de Microsoft pour se mettre à jour ou se connecter au serveur WSUS local de votre entreprise pour les télécharger. Donc le serveur WSUS local va aller chercher les mises à jour de vos systèmes d'exploitation, les télécharger sur sa partie de données, et vos postes vont se mettre à jour directement en se connectant au serveur local de votre entreprise. Ça vous permet un gain de bande passante très important. Donc ici, on a la même chose. Vos postes de production, soit ils se connectent sur le WSUS de votre entreprise, soit ils vont sur Internet pour chercher les mises à jour. Donc ce second schéma, donc là, ça reprend vraiment l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec un réseau administratif qui va chercher, qui communique sur Internet et un réseau de production qui lui ne peut pas naviguer sur Internet. Donc ici, le serveur WSUS va aller chercher les mises à jour sur les serveurs de Microsoft Update. Et afin de toujours rendre étanche votre réseau de production, vous pouvez mettre un serveur WSUS local également sur ce VLAN afin que celui-ci aille chercher les mises à jour, non pas sur serveur ici Internet de Microsoft Update, mais se baser sur les mises à jour que vos propres serveurs
de mise à jour aura téléchargé. Ce qui rend ce réseau ici totalement étanche et sans aucune connexion à Internet. Ce qui va vous éviter donc de vous choper un virus, mais également d'éviter les propagations de virus à partir d'un poste infecté au sein de votre entreprise. Pour cela, on va ici trouver sur cette troisième image l'interface d'un serveur WSUS où vous pouvez mettre donc des groupes d'ordinateurs. Disons que les ordinateurs de production qui sont ici vont télécharger juste des mises à jour concernant le package Microsoft Office, mais que vous ne souhaitez pas, pour des raisons internes, de compatibilité de logiciels, ne pas mettre à jour votre système d'exploitation. Ce qui permet vraiment donc de contrôler la mise en place donc, des mises à jour et vous êtes totalement autonome sur l'application de ces mises à jour. Enfin, on va trouver donc les assurances de cybersécurité. Donc c'est actuellement un marché en développement que peu de personnes, enfin peu d'entreprises ont connaissance qu'il y a maintenant ce type de contrat de cybersécurité. Ces contrats de cybersécurité peuvent intervenir dans la gestion de crise et d'assistance à votre entreprise en cas d'attaque informatique. Donc ici, ce sont des conditions qu'on retrouve maintenant sur tous les contrats. Donc des experts en cybercriminalité établissent un diagnostic afin de prendre les mesures d'urgence nécessaires et faciliter les recours. Ça veut dire que vous avez une assistance de votre assureur afin de résoudre et vous accompagner à la résolution de votre attaque. On peut également ici trouver des frais de remplacement des logiciels. Comme nous avons vu tout à l'heure, les buts des attaquants, ça sera également de détruire vos données, donc de détruire les données de votre disque dur et donc également les logiciels. Les logiciels peuvent être peu onéreux, voire très onéreux pour les entreprises et donc le fait de souscrire à une assurance de cybersécurité vous permet d'avoir des frais de remplacement de logiciels, donc de licences couverts par l'assurance. Enfin, donc des assurances des clauses de responsabilité civile, donc, où votre entreprise est couverte en cas de conséquences pécuniaires ou en cas de nécessité d'annulation d'un tiers ou de condamnation. Et dernier point, pour se protéger, donc c'est la veille technologique. On trouve notamment l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui publie très régulièrement des guides à destination des entreprises afin d'améliorer la sécurité de son système d'information. On y trouve également les bonnes pratiques. Et ici, donc, un lien vers une plateforme gouvernementale, donc cybermalveillance.gouv.fr, qui permet de vous mettre en relation, vous, entreprise, qui êtes infectée, auprès des prestataires extérieurs qui va pouvoir vous accompagner à la résolution de ce problème. Donc, pour plus de détails, je vais vous arrêter le partage du PowerPoint et je vais vous partager les recommandations de l'ANSSI à titre d'exemple. On réduit ça. Donc, ici, donc, ce sont des recommandations relatives à l'administration sécurisée des systèmes d'information. Donc, cette recommandation vise notamment donc, les administrateurs systèmes et réseaux des entreprises, les responsables de sécurité des systèmes d'information et les directeurs de services d'information. Donc, ce guide a été mis à jour en 2018. Les guides de l'ANSSI sont très régulièrement mis à jour. Donc, c'est une société gouvernementale rattachée directement au cabinet du Premier ministre. Donc, ce qu'elles écrivent sont fiables et vraiment qui a pour but de protéger votre entreprise. Si nous prenons ici un exemple, donc page 43, l'administration à distance et le nomadisme. Donc par exemple, vous avez une entreprise en Bretagne et une autre entreprise dans le sud de la France, que votre service informatique est unique et basé en Bretagne. Celui-ci sera peut-être amené à faire des opérations de mise à jour, de prise en main à distance pour le support de vos utilisateurs par exemple. Et donc l'ANSSI recommande l'utilisation de la technologie VPN IPsec entre les deux entreprises. Donc le VPN IPsec, c'est un réseau virtuel privé. Donc ce qui passe dans ce tuyau,
entre les deux entreprises est totalement chiffré par des clés que seule votre entreprise dispose. Ça veut dire que même si un attaquant arrive à accéder à ce tuyau, à copier toutes les données qui circulent, malheureusement ou heureusement pour vous, vu qu'il ne dispose pas de la clé, il ne pourra rien faire avec, il ne pourra pas les déchiffrer. Donc vraiment, cette technologie est vraiment à mettre en place pour les entreprises multisites afin de sécuriser les échanges de données. Ensuite, donc je vous parlais de la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr. Donc c'est un dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Donc on va le remplir ensemble. Donc vous êtes victime, vous êtes une administration, toujours à titre d'exemple. Donc vous avez un problème, donc votre serveur, on va dire, de fichiers a été corrompu et totalement crypté, donc c'est un problème sur le serveur. Le serveur est bloqué et ces fichiers sont devenus illisibles. On nous demande une rançon, donc toujours une fois le ransomware. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle vous permet de rester anonyme, afin vraiment de conserver votre image de marque, par exemple, si vous en avez une assez importante. Et donc là, vous renseignez votre code postal ou une adresse complète, et la plateforme vous mettra automatiquement en relation avec des prestataires de services de proximité afin d'intervenir le plus rapidement possible sur votre système d'information et éliminer la menace. Donc, ici, je vais reprendre donc, le PowerPoint que je vous partageais. Voilà. Et donc pour conclure ce webinaire, donc quelques points importants. Donc ne jamais ouvrir un courriel contenant une pièce jointe provenant d'un expéditeur vous apparaissant douteux. Donc ça peut être un mail de phishing comme on a vu tout à l'heure avec le mail des impôts. Mais surtout prenez habitude que si vous recevez un mail avec par exemple un fichier PDF où c'est marqué RIB disant faites-moi un virement suite à un trop perçu, merci de remplir ce RIB afin de vous effectuer le remboursement, contactez toujours la personne qui vous aurait expédié ce mail. Parce que ça peut être également un mail ou d'usurpation d'identité. Ça se trouve, c'est la vraie adresse mail de la personne qui vous a adressé ce mail, mais ce mail n'a pas été écrit par la personne détentrice de cette adresse mail. Donc toujours reprendre contact dès qu'il s'agit d'opérations financières. On retrouve également donc ne pas désactiver les protections, donc les mises à jour, le pare-feu Windows, donc se mettre à jour, donc mettre à jour votre système d'exploitation si vous le pouvez, mettre à jour vos logiciels également. En cas de détection d'une infection, le poste de l'utilisateur concerné doit être immédiatement arrêté afin d'arrêter le chiffrement du disque dur ou s'il est chiffré totalement malheureusement, le déconnecter du réseau afin d'éviter la propagation sur l'ensemble de vos postes informatiques ou de votre réseau. Enfin, nous avons vu que la sauvegarde était importante pour les entreprises, donc veillez à la bonne réalisation des sauvegardes, mais pensez également à réaliser des tests afin de s'assurer que vos sauvegardes soient pleinement fonctionnelles et opérationnelles au cas où. Et enfin, un dernier point, donc se former. Se former, donc ça peut être en s'appuyant sur les guides de l'ANSSI, mais également en en faisant de la veille technologique auprès de différents sites, mais également informer ses utilisateurs. Il y a, il y a beaucoup de façons de se protéger et je pense que former ses utilisateurs, informer les utilisateurs sur les risques encourus pourrait limiter de manière importante le risque de se faire euh, attaquer et de se faire pirater son système d'information. Donc pour rappel donc, des coordonnées, donc, ce webinaire est réalisé par la CCI du Morbihan. Donc vous pouvez retrouver le site web morbihan.cci.fr où vous pouvez trouver l'ensemble de nos services, mais également donc CCI Formation si vous souhaitez réaliser des formations, donc cci-formation-bretagne.fr. Vous pouvez trouver des formations sur les thématiques de la cybersécurité, mais également des formations de la cybersécurité aux cybermenaces pour votre entreprise. Enfin, vraiment un ensemble de formations pouvant vous aider à
vous aider, vous améliorer, vous former à la sécurité de votre système d'information et donc éviter tout risque de cybermalveillance au sein de votre entreprise. Je vous remercie de votre attention. Donc, c'était mon premier webinaire. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un très prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des informations, des demandes techniques. Mes coordonnées sont disponibles au début de ce PowerPoint. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.